Je trouve que j'ai beaucoup de chance parce que je suis une femme qui a une faculté à aimer et à réaimer et à réaimer et à aimer encore et à aimer toujours. Bonjour à tous et à toutes. Dans Premier Baiser, aujourd'hui, je reçois Andy. Andy porte fièrement ses 59 ans. Elle est à la retraite et très active. Poétesse et autrice du livre Les poèmes d'Andy. Elle est aussi musicienne, maman de 5 jeunes femmes et aussi joyeuse grand-mère de 3 garçons. Tu te définis comme étant une femme libre et une amoureuse de l'amour. Bienvenue Andy, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Tess, je suis ravie d'être là. Ah bah le plaisir est partagé Andy. Dis-moi Andy, est-ce que cette définition te va ? C'est parfait. Hors antenne, tu m'as confié qu'une femme libre n'était pas une femme légère. Tu veux bien préciser un petit peu ? Je sais que c'est une citation que j'ai lue. Ça doit être Simone de Beauvoir. Une femme libre est tout le contraire d'une femme légère. Et cette phrase-là m'a toujours parlé. Effectivement, moi je suis libre, mais ça ne veut pas dire que c'est tous les soirs, que je suis libertine ou complètement libérée. Ouais. Non, je suis libre. Tu es libre d'aimer, en fait. C'est Libre ça que d'aimer. tu veux préciser. Voilà. Hein. Tu es libre d'aimer. Voilà. Libre de vivre. Et en ce moment, on est tellement serré, compressé, que j'affiche encore plus. J'ai besoin vraiment d'afficher encore plus ma liberté. Et du coup, cette liberté, tu l'affiches comment dans cette vie justement un peu contrainte en ce moment ? En étant moi, complètement moi, authentique. Alors effectivement, j'ai une page sur Facebook, sur Instagram aussi, et parfois je sais que je choque en publiant certains poèmes, et je peux choquer. Je reçois des messages privés de gens qui ne me comprennent pas, qui me demandent comment je peux oser écrire certaines choses, comment j'ose me présenter comme ça, qu'il faut pas que je m'étonne si j'ai des soucis. Enfin, ça peut être terrible quand même. Hein. Alors que mes poèmes sont tout à fait vraiment... j'ai pas l'impression d'écrire du gros choc, quoi. Pour moi, c'est tout à fait normal. Chacun sa normalité. Exactement, bah oui, chacun sa normalité. Mais j'imagine, je sais pas du coup si ça peut être un moteur aussi pour toi justement pour continuer à défendre cette liberté. Oui, alors je fais pas exprès non plus, je me suis pas installée en me disant allez je vais choquer exprès. Non, je reste vraiment droite dans mes chaussons et mais c'est vrai que plus j'avance en âge, plus ça m'amuse quand même. De voir comment on peut choquer avec pas grand-chose. Et de plus en plus, j'ai eu 20 ans en 80 où on était libre. Tout à l'heure, j'étais à une terrasse de café et on s'est dit, mais on est tous coincés, enfermés. On demande la permission maintenant comme en classe. Hein. On lève le doigt pour savoir si on a le droit de sortir une cigarette, si on a le droit de boire un verre. Alors le droit d'écrire aussi, droit d'enlever son soutien-gorge sur la plage. Alors, j'aimerais bien savoir, moi, Andy, quelle a été ta première, mais vraiment la toute première réaction quand je t'ai proposé justement d'être mon invitée et surtout à l'idée de replonger dans ce souvenir de premier baiser. Vraiment ta première réaction, tu t'es dit quoi ? J'ai paniqué, je ne sais plus, c'est si loin. Enfin, vraiment, ça m'a fait replonger dans une page de ma vie qui est si lointaine. Mais c'était un bonheur après dans les moments qui ont suivi parce que c'est vrai que se replonger dans ces souvenirs-là, c'est remuant. C'est coquinou, quoi. On se dit, tiens, ah oui, c'est vrai. Ah, puis il y avait ça. Ah, puis il y avait lui. Ah, puis il y avait cette... Oh là là. C'est vrai que c'est une super idée. Donc, est-ce que tu veux bien commencer un petit peu à nous partager cette histoire de premier bisou, premier baiser ? Déjà, c'est quoi pour toi le premier baiser ? Quand j'étais en CM2, par exemple, mon souvenir de CM2, je pensais qu'un baiser, c'était juste toucher la bouche.
Mais déjà, si on se faisait un bisou sur la joue, c'était déjà quand on était amoureux, hein. C'était déjà une déclaration. Mais pour moi, vraiment, dans ma petite tête de petite fille, même en 6e encore, je pensais qu'un baiser sur la bouche, c'était juste poser les lèvres sur les lèvres. Vers 12-13 ans, j'ai appris qu'on devait mettre la langue. Et en plus, qu'on devait tourner. Et je me souviens que là, j'étais vraiment paniquée aussi, parce que je me suis dit, jamais je vais y arriver. D'abord, je vais pas savoir rentrer ma langue. Et puis, je vais pas savoir dans quel sens on tourne. Et puis, enfin, vraiment, l'angoisse totale. Et puis, c'est dégoûtant. Et puis, et je me disais, il va falloir que je choisisse quelqu'un avec qui ça va être facile. Je me suis pas du tout placée dans l'idée de l'amour. Je me suis placée dans l'idée de la technique. T'as choisi un cobaye. Est-ce que tu veux bien me raconter un petit peu, Andy, quel genre d'adolescente tu étais ? Quelle éducation tu avais ? Est-ce qu'on en parlait à la maison ? Est-ce que tu étais préparée à ça ? Est-ce qu'on parlait de l'amour déjà ? Des relations entre garçons et filles ? Pas du tout, pas du tout. Alors moi, en fait, je suis la petite dernière quand même. Je suis la 4e fille. Donc j'avais quand même 3 grandes sœurs. Donc il y avait quand même une idée, je voyais mes sœurs avec des amoureux, parce que mes sœurs ont 7 ans, 8 ans et 10 ans de plus que moi. Ah oui, il y avait un grand écart. Un grand écart qui faisait que j'étais quand même à la ramasse, c'est-à-dire que mes sœurs étaient de leur côté, puis moi j'ai quand même été élevée en fille unique, je pense. Okay. Mais tu passais quand même après 3 filles, donc tes parents avaient quand même été un petit peu... Du coup, n'avaient pas le temps de s'occuper de moi, ça a été une demi-chance. D'accord, on ne surveillait pas, on n'avait pas le temps. Donc la liberté prend tout son terreau en fait, finalement, voilà, dans cette adolescence. Beaucoup. Si je rentrais tard de l'école, parce que je m'amusais énormément en rentrant de l'école. Alors, quand je replonge dans cette période-là, j'étais pas une petite fille heureuse parce que j'étais très, très, très complexée. Par ton physique ? Par mon physique. Donc, j'étais une petite fille très brune. C'est pour ça que je suis devenue blonde. Je pense que j'ai souffert de ma brunitude parce que quand j'avais 12-13 ans, m'a poussé une moustache abominable. C'est pour ça, justement, mon premier baiser, j'ai dû l'avoir assez tard parce que j'étais très complexée, je plaisais pas du tout aux garçons. J'avais un surnom, quand j'étais en 5e, on m'appelait Gillette G2 à l'école. Je réclamais à ma mère, je disais, maman, moi je veux plus de mes poils, je veux plus, on se moque de moi. Et elle me disait non, parce que ma mère, elle trouvait que justement, j'avais pas à plaire. On n'était pas à l'âge où je devais plaire aux garçons. Donc, interdiction d'être belle, interdiction d'être jolie. C'était très bien. Tant que j'avais de la moustache, elle était tranquille parce que je ne plairais pas aux garçons. Grâce à une de mes sœurs, j'ai réussi à aller chez l'esthéticienne et on m'a enlevé ma vilaine moustache. Et à partir de ce jour-là, j'ai plu aux garçons. Ça a été terrible, parce qu'aller à l'école avec la boule au ventre en se disant « on va encore se moquer de moi », alors que je savais que je pouvais être jolie. Ça fait que quand moi j'ai eu des filles, qui ont eu aussi, parce qu'en fait c'est normal d'avoir... bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc dès que ma fille m'a demandé de se faire épiler, alors là... Mais oui, tout de suite. Et en plus, je me souviens, alors pareil, ça je comprends pas le droit de se détacher les cheveux. Ma mère voulait toujours me faire une abominable queue de cheval. Enfin, j'avais l'impression que ma mère faisait tout pour que je sois... Donc le cheveu était déjà finalement un critère de libération de la femme, oui, et puis de séduction. Ah mais en fait, c'était des années... Alors 6e, 5e et c'est en 4e justement que j'ai réussi enfin à devenir jolie. Vraiment la moustache ça a décomplexé tous les problèmes. Après, on m'invitait au boom, on m'invitait au... ça a changé. C'est fou quand même comment ça peut changer un parcours de... Alors du coup, ce premier garçon, ce premier baiser,
machine à laver avec la langue, c'était pas du tout un amoureux. C'était quelqu'un que tu as choisi pour parfaire ta technique. Bon, c'était quand même dans une boum. Bon, il était quand même pas vilain, hein, dans mon souvenir. C'était un joli garçon. Il avait une tête de moins que moi. J'ai pris un petit, comme ça me rassurait. Et en fait, je pense qu'il était aussi mort de trouille comme moi. Tu penses que c'était son premier baiser à lui aussi? Je pense, et pour preuve, en fait, quand on s'est embrassé, c'est-à-dire que lui, il ne savait pas, il savait qu'il fallait tourner la langue. Moi, je savais qu'il fallait tourner la langue. Mais en fait, ça a été tellement un tournage de langue stressé et angoissé que il m'a déchiré mais quelle horreur. Le petit filet sous la langue. Quelle horreur. C'est terminé, la bouche en sang. Bon ben lui il était un petit peu gêné, moi j'étais un peu gênée, on s'est dit au revoir. T'as pas osé lui montrer que tu saignais? Non, je me suis dit oh là là, oh là là, oh là là. Et puis par contre c'était comme une blessure de guerre. C'est-à-dire que je suis rentrée chez moi toute heureuse, comme si j'avais passé le... Ben voilà, ça y est, c'était fait. En fait, c'était l'étape pour pouvoir passer à autre chose. Et autre chose, c'était quoi, Andy? Et là, ça y est, je savais faire et c'était là... J'allais pouvoir, maintenant que j'avais testé, j'allais pouvoir parfaire mon... C'était un peu le baptême du baiser, quoi. C'était bon... mais j'ai mis au moins, je sais pas, une semaine à cicatriser. C'était quand même... non, c'était... Mais après, il s'est passé quoi entre vous deux? Vous n'êtes pas revus? Plus rien. Non, plus rien. Genre, vous êtes embrassés et puis derrière, plus rien. Je pense que lui, c'était comme moi. On s'était choisi pour faire ce test du baiser. Bon, il était mignon, il me plaisait bien, mais c'était pas mon amoureux. Et après... Ouais, c'était établi dans ta tête finalement que ce serait comme un rituel de passage pour pouvoir ensuite aller... Voilà. C'est comme, je sais pas, quand on veut essayer, par exemple, on doit recevoir des invités et puis on veut faire une recette et on l'a fait au moins une fois avant. Je suis un peu comme ça, moi. Quand je veux faire inviter, je teste avant. Donc c'était peut-être ça, c'était un test baiser. Et du coup, alors ton second premier baiser? Alors mon second, je me souviens, là j'étais vraiment tombée amoureuse, mais le coup de foudre, c'était en boom. Et je me souviens même de son nom et son prénom, c'était François. Je sais qu'il est médecin maintenant. Toutes les filles étaient amoureuses de lui parce que c'était le seul dans les booms qui avait une taille d'homme. En fait, il avait donc 15 ans, mais il était déjà... il faisait au moins 1 m. Et toi, tu avais 15 ans aussi? Oui, 15 ans, oui, 15 ans. François m'avait invitée à danser un slow. Alors, j'étais fière parce que c'est moi qui l'avais choisi. Et alors, le souvenir, je suis tombée amoureuse directe dans ses bras parce qu'il avait une chemise qui sentait trop bon. Ça, les odeurs. Il avait une odeur, alors je sais pas si c'était... Je pense pas, c'était pas une odeur de parfum. C'était pas du parfum, c'était une odeur de lessive. Mais rassurante. Et donc là, c'était mon... Est-ce que dans tes autres histoires d'amour, tu vas rechercher cette odeur ou retrouver un jour cette odeur? Bon, aussi, j'aime bien les odeurs de... Souvent les odeurs de lessive, je trouve que c'est assez sympa. Mais chez un homme, maintenant, je recherche plus une odeur corporelle. De corps. Maintenant, je sais très bien que les vêtements... Alors, un homme peut enlever sa chemise qui sent très très bon. Ça peut être... Ce qui compte, c'est pas la lessive, c'est le corps. On a compris, Andy. Voilà. Alors, tu es passée de la jeune fille complexée à sortir avec le plus beau garçon du collège ou du lycée. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et après, dans ton parcours de vie, tu as eu beaucoup d'autres premiers baisers? Oui, énormément. Énormément. Mais finalement, alors... En tant que femme de 59 ans, quand je me souviens d'un homme, je vais pas penser au premier baiser. Et tu vas penser à quoi?
j'ai plutôt pensé à vraiment l'histoire, aux liens, à tous les bons moments. Moi, j'essaie d'être en paix justement avec avec les hommes que j'ai connus. J'essaie de garder le meilleur, les bons souvenirs. Paradoxalement, je peux aussi penser au dernier baiser. Ouais, c'est ce que j'allais Et dire. plus à la rupture. Mais le premier, aussi pour un ou deux, je vais me souvenir du premier baiser, comme ça, parce que c'était assez romantique, sur un port, au bord de la mer, avec les cheveux. Oui, c'était plus des moments finalement. Un moment parfait. Un moment Voilà, parfait. c'est ça. Okay. Est-ce que tu te souviens de ton dernier premier baiser ? Parce que ça date on est donc au mois d'août, ça date du mois de mars. Oh, pas moyen de m'en souvenir. Et maintenant, j'explique pourquoi. Donc, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur Internet. D'accord. Via un site de rencontre ou sur Internet, sur des réseaux Sur Internet, sur les réseaux. Et on a échangé pendant 6 mois, sans se voir. Quand on s'est rencontrés, je suis descendue du train. D'abord, je ne l'ai pas vu parce que je regardais au loin. Et en fait, il était juste sur ma gauche et je ne l'avais pas vu. Pour moi, il était forcément loin et j'ai entendu « Andy, je suis là ». Et donc, on s'est vu. Et le souvenir que j'ai, c'est cette étreinte. On s'est tenus dans les bras, mais serrés. Et lui a pleuré dans mes bras. Qu'est-ce que c'est beau. Mais c'était une embrassade au sens littéral du terme. Voilà. Et on est restés, mais ça a été très très long. Pour moi, c'est beaucoup mieux qu'un premier baiser. C'était plus puissant, c'est ça que tu veux dire. Oui, voilà. L'amour était vraiment là et on suppose que c'était dans la voiture, mais on s'en souvient plus. C'est magique, quelque part. Il y a quand même quelque chose de magique. C'est-à-dire que c'est comme une histoire qui n'a pas de début à proprement parler. Ce que j'entends, c'est que cet homme-là donc vit à distance. Est-ce que tu te souviens de ton dernier baiser ? Le dernier baiser a un goût de larmes pour moi. Ben oui, bien sûr. Le dernier baiser est toujours terrible parce que on ne sait pas si on se reverra. Mais pour tout, moi j'ai un mal fou aux séparations. Que ce soit avec mes enfants, mes amis. Les séparations, je les vis toujours très très, très mal. Du coup, on vient de parler là, de ta relation actuelle. Si tu regardes maintenant le chemin parcouru jusqu'à cette jeune adolescente complexée, etc., que tu étais à l'époque, quel regard tu poses sur tout ce parcours ? Alors, on peut parler du parcours amoureux plus précisément, mais on peut parler du parcours de vie plus largement. Alors, ma façon de voir ma vie, je la veux la plus positive possible. On a toujours le choix, on peut regarder sa vie et voir tout ce qui a raté, tout ce qui a déconné. Mais moi, à 59 ans, j'ai envie de regarder ma vie du plus joli côté. Je trouve que j'ai beaucoup de chance parce que je suis une femme qui a une faculté à aimer et à réaimer et à réaimer et à aimer encore et à aimer toujours. Je pense que les hommes que j'ai connus, je les ai tous aimés. Vraiment, j'ai jamais fait semblant. Et je pense que je suis une grande amoureuse. J'aime beaucoup Édith Piaf. Justement, parfois je pense à elle, je me dis, elle a été très critiquée parce que elle a aimé beaucoup d'hommes. Alors on dit que c'est Marcel Cerdan qu'elle a aimé le plus. Il n'y a pas à prendre un double décimètre pour mesurer la grandeur de l'amour. Voilà, l'amour ne se mesure pas. Moi, je trouve que c'est vraiment... j'ai une chance énorme parce que là, je suis amoureuse en ce moment. C'est un bonheur. Ce que je sens chez toi, c'est que tu es une grande amoureuse. Tu aimes aimer. J'ai pas encore trouvé mon mode d'emploi. C'est-à-dire que, par exemple, il y a 1 an, j'ai rencontré un homme qui était... Alors sur les réseaux, toutes les cases avaient une croix, très bien, très intelligent, très cultivé, très riche. Mais j'ai jamais réussi à tomber amoureuse de lui. Oui, c'est-à-dire que en fait ce que tu dis, c'est pas parce qu'on coche toutes les croix que sur le papier c'est... Voilà. Et j'ai pas encore compris. Je sais pas. En tout cas, quand je tombe amoureuse, c'est tout le mystère, Andy. Et c'est pas une façon d'embrasser.
c'est pas... Non, non, c'est une C'est alchimie. toute la magie en fait de l'amour, c'est que ça ne s'explique pas. Mm. Parce que si ça s'expliquait, si ça correspondait juste, si l'amour était juste une équation dans laquelle on coche toutes les cases, ce serait tellement facile. Ce serait- Mais en tout cas, je suis... l'amour me sauve la vie. Enfin, moi, j'ai besoin d'aimer, j'ai Oui. besoin... L'amour, c'est un moteur pour toi dans ta vie. Oui, ah oui, vraiment. Mais même pour tout. Aimer son métier, se lever le matin et aimer sa vie, aimer... C'est la base, vraiment. Cette adolescente que tu étais, si elle te voyait aujourd'hui, tu penses qu'elle te dirait quoi? Quand même, t'en as fait des choses. Oh là là, c'était pas gagné et vraiment, t'aurais pu avoir une vie morne, une vie normale comme tu étais formatée. Moi, j'ai été formatée. Ma profession, je l'ai pas choisie. C'est mes parents qui m'ont dit tu seras enseignante. Moi, je voulais pas être enseignante. Donc, Tu voulais faire quoi, Andy? interprète. Et justement, il y a la langue dans interprète. Ben oui. Je voulais traduire, je voulais apprendre plusieurs langues. Et moi, j'ai appris la langue de l'amour, du coup. Et du coup, toi, maintenant, là, tu lui dirais quoi à elle? Alors, je lui dirais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. On va avoir une belle vie. Et en même temps, moi, j'ai pas eu forcément... j'ai eu une vie difficile, hein. J'ai traversé beaucoup de sales moments. Mais c'est pas ce que je veux en garder. Moi, je trouve que la vie, effectivement, il faut savoir qu'il y a des sales moments. Et puis, il faut pas croire qu'une vie réussie, c'est une vie lisse, sans échec. Non, 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 non. Une vie réussie, c'est une vie où on a aimé, où on a été aimé, où on a de fabuleux souvenirs, des moments parfaits et les moments d'échec, les moments de souffrance s'oublient, se rangent. S'oublie, se range ou te servent aussi d'une certaine façon à À envisager, apprécier, oui, oui. à apprécier. À rebondir, à me dire, voilà, moi je vis pour les moments parfaits. C'est quoi un moment parfait pour toi, Andy? Un moment parfait, c'est un moment où le temps n'existe pas, justement. Le temps n'a aucune importance. Le demain, le hier, et on s'inquiète de rien. Voilà, on est dans la joie. Justement, pour préparer cette émission, Andy, je t'ai demandé de nous présenter un objet symbolique, une œuvre ou un objet qui représente pour toi la joie. C'est quoi cet objet que tu as choisi, si tu veux bien nous le présenter? Pour moi, un objet qui représente la joie, c'est forcément un instrument de musique. Et ce serait lequel du coup? Un tambourin. Et je me souviens qu'une de mes joies, ça avait été de jouer du tambourin, accompagner un groupe. Il y avait le guitariste, le batteur, et moi je faisais les chœurs avec un tambourin. Donc on n'avait pas du tout répété, on était allé En impro total. Oui, voilà. J'avais joué du tambourin et ça avait été un moment aussi, un concert fabuleux de soleil, de joie et le tambourin ou l'harmonica. Enfin pour moi, un instrument de joie, c'est un instrument de musique. Ouais. Tout à l'heure, tu faisais l'analogie avec les recettes de cuisine. Ce serait quoi ta recette pour te mettre en joie aujourd'hui? Alors j'ai eu une soirée joyeuse il n'y a pas longtemps. On était avec des amis et un avait apporté une guitare et il avait préparé un jeu. Et jouer, moi je trouve que c'est fabuleux. Enfin moi j'adore jouer comme les enfants. Donc il avait préparé des petits papiers avec des paroles de chansons. Et donc il s'est mis à la guitare et il nous a joué une chanson de Graham Wright. Emmène-moi, mon cœur est triste et j'ai mal aux pieds. Emmène-moi, je ne veux plus voyager. Et en fait, chacun avait des vers de la chanson, et quand il chantait,
celui qui avait les paroles devait intervenir. Mm. Et effectivement, certains se sont trompés. On n'a pas dit, par exemple, il y avait une boîte de sardines. Et on a ri. Et c'était bon de jouer avec des amis, de rire, de pas se prendre la tête. Et j'adore les jeux. Finalement, c'est être en lien. C'est tout ce qui nous met en lien avec les autres. Le jeu. Et simple. Ouais, simple. Oh, oui, vraiment. Parce qu'après, on peut en parler. Il y a des gens qui trouvent que c'est idiot, les jeux. Moi, j'adore jouer. Et quand mes filles viennent, on joue avec des jeux. Mais n'importe quel Yahtzee. Je trouve que jouer, ça fait un bien fou. Joie. Ah oui, c'est la même racine. Donc moi, j'avais préparé un poème. Justement, j'allais t'inviter, parce que je sais que tu as préparé un poème. On t'écoute, Andy. Le moment se déploie et te transporte en vol de joie vers l'inconnu, vers l'endroit où jouent tous tes secrets bien gardés. Ils batifolent follement et tu leur laisses, joyeux et vivant, ce temps du possible, ce chant du bonheur, à vol d'oiseaux perdus. Merci Andy, merci. Est-ce qu'on peut le retrouver dans ton livre, celui-ci ? Non, mais dans mon prochain dans peut-être. Ton prochain. Parce que ça, c'est un projet. Alors Andy, on a parlé du passé, on a parlé aussi de ta vie d'aujourd'hui. Maintenant, on va parler un petit peu de demain. Une autrice que j'aime beaucoup, Sandrine Roudot, qui est perspectiviste, parle du pouvoir des utopies. Elle dit: il est bon de se créer des utopies pour y puiser de l'énergie, nourrir les imaginaires et s'autoriser un autre monde et surtout un autre futur. Alors moi, j'aimerais bien savoir, Andy, c'est quoi ton utopie pour le monde de demain ? Alors moi, ce que je place en premier, de toute façon, dans toute ma vie, mon utopie, c'est... Je pense aux enfants tout de suite, à nos enfants, et qu'on arrive à leur offrir un monde où ce sera vivable, un monde justement où on n'aurait pas besoin de présenter un papier pour aller à un concert, un monde où on retrouve la liberté aussi de respirer, un monde où enfin on arrive à être soigné, à combattre toutes ces saloperies de virus, un monde où on prenne vraiment à bras le corps tous les soucis que l'on connaît par rapport à la pollution, au climat, et puis un monde d'amour, voilà, un monde de paix, arriver à vivre en paix dans tous les pays du monde. Donc l'utopie, évidemment, surtout en ce moment, un monde peace and love, forcément. Si je comprends bien, c'est un monde où la liberté est au cœur de nos vies. Voilà, c'est très important. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Andy ? De rester aussi joyeuse, aussi confiante. Forcément, j'ai plein de rêves encore. Et je pense que tant qu'on a des rêves, on est vivant. Et moi, j'ai plein d'envie. Pouvoir publier mon deuxième livre, ça serait un grand bonheur. Moi, je sais ce que je vais te souhaiter. Je vais te souhaiter d'aimer encore et toujours. Et puis, évidemment, de publier ce deuxième livre. J'ai vraiment hâte. Et puis, je vais te remercier pour tout ce temps et ce partage que tu as fait en toute authenticité. Vraiment, j'étais ravie de te recevoir et je te remercie. C'est moi qui te remercie. Je te remercie de m'avoir... C'est un beau cadeau que tu m'as fait. Avec grand plaisir. Le cadeau est partagé. Voilà. Et c'est un moment parfait, du coup. Si vous avez aimé cet épisode, mettez-lui tout plein d'étoiles. Surtout, abonnez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée.
Si ça vous plaît, parlez-en autour de vous. Partagez les épisodes sur vos propres réseaux. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description. Et ce qui me ferait hyper plaisir, c'est que vous aussi, vous me racontiez dans les commentaires votre histoire de premier baiser. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans un mois.